l'axe. Voilà. Écoutez, d'abord, merci beaucoup pour votre présence et merci aux premiers parents qui se lancent et qui prennent la parole. Voilà, donc ce webinaire s'inscrit dans un projet, comme je vous disais, européen qui s'appelle How It Can Be In, qui réunit une structure macédonienne et une structure turque, dans l'objectif d'échanger des bonnes pratiques pédagogiques et de créer 2 outils à l'issue de ce projet. Un qui soit un début de mallette pédagogique avec des outils qui soient un lieu de ressources pour autant pour les parents que pour des professionnels qui sont en contact avec des personnes porteuses de handicap ou ayant un TSA. Voilà, donc ça c'est le premier outil. Donc ça sera une mallette pédagogique numérique en open access. Et le deuxième outil est la création d'un Discord. Alors un Discord, c'est une plateforme qui à la base était utilisée par les gamers, les personnes qui jouent en ligne, et qui est un espace là aussi en open access, mais qui a l'avantage de créer de créer facilement une communauté dans une horizontalité, à la différence par exemple de lieux comme Facebook où la parole ne circule pas tout à fait de la même façon. Et donc, c'est vraiment de créer une communauté de personnes, que ce soit de parents, de professionnels ou juste de personnes qui s'intéressent ou de personnes porteuses de handicap elles-mêmes ou ayant un TSA elles-mêmes, et que qu'on crée comme ça une communauté de parole et d'échange. Parce que au-delà de ces outils pédagogiques qui peuvent paraître un petit peu formels, moi, il me semble que la chose la plus importante est justement qu'il y ait un échange et qu'il y ait des lieux où on puisse communiquer et partager nos expériences. Donc, je vais commencer par partager l'écran et donc vous présenter cette petite vidéo où chacune des structures parle de ce qu'elle fait. S'il y a un problème de son, n'hésitez pas à me le signaler. Voilà, donc je vais lancer ça. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Véronique Truffaut. Je représente l'association Voix Plurielle qui est porteuse du projet How It Can Be In. L'association Voix Plurielle est basée dans le sud de la France. Elle a été créée en 2015 et elle a pour objet l'expression artistique, toutes les formes d'expression artistique, avec un travail spécifique sur le travail musical et encore plus précisément sur le travail vocal, toutes les formes d'expression vocale. Cela se manifeste par des créations de spectacles, de performances et aussi par la transmission. Dans un axe très important de l'association Voix Plurielle se trouve la transmission de la musique et du chant à un public très ciblé, puisque ce sont les personnes avec autisme, adultes comme enfants. C'est d'ailleurs ce qui nous réunit avec nos amis turcs de Karamam Optimum et macédoniens de Xanadu Art autour de ce projet et là actuellement autour de ce séminaire sur l'autisme. Je vous souhaite donc un bon séminaire à toutes et à tous. Здраво на сите, јас сум Михаил и сум представник на организацијата Xanadu Art, која е основана во 2012 година и е со седиште во Охрид, Македонија. Нашата главна цел е уметноста, најмногу театарот и танцот, но секако сме отворени за другите уметности, а главен мотив ни се оние луѓе кои што
досега немале прилика да си го прикажат својот талент, ние да им дадеме една можност, односно една слобода, така што би споделиле со сите нас всушност колку многу идеи имаат тие и кој е нивниот талент. Ви благодарам на сите и се надевам дека ќе уживате во семинарот. Чао, чао! Welcome. This is our workplace, Optimum Bilgi Special Education and Rehabilitation Center. Since 2014, we have worked with great devotion for the happiness and success of thousands of families and students. Here, we produce solutions for all kinds of disability groups with a team of experts in their field. All the services and supports we provide are directly accredited to the laws and scientific practices of our country. We know very well how important special education support, especially starting at an early age, is for the future of children. For many years, we have been working to improve special education services in our country and in our city. We provide direct services for more than 300 families and more than 40 primary schools. We design all the services we provide from A to Z, providing the family with a very serious convenience and saving time. In our center, individuals with intellectual disabilities, visual impairment, hearing impairment, physical disabilities, individuals with autism spectrum disorder, individuals with learning disabilities and individuals with speech disorders of all ages and levels receive services. Educational examination and evaluation in all age groups begins with the determination of their needs and the demands of the family and the planning of the most effective practices. Afterwards, it is the process of fulfilling these planned applications and continuously examining the individual receiving service and ourselves after the application. Our training staff includes 19 teachers and physiotherapists, 2 psychologists, and 3 experienced education managers. Of course, we should not forget our other friends who support us in the services here. Together with our 8 experienced assistant friends, we manage all processes in the best way. Here, we offer the most appropriate program according to the needs of individuals and the demands of their families together with our teammates who we work with and believe that they can solve these problems. Especially the participation of our students in life and increasing their individual success is a priority for us. In this center, we are trying to do our job very well and create an important value for our world. We do our job every day by loving and trying to take our world to the best. We love our families and children very much. See you soon. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu. Donc, comme vous avez pu le constater, Voix plurielle et Xanadu Art sont des structures qui accordent, enfin, l'objet principal, ce sont les pratiques d'expression artistique, ce qui n'est pas le cas des partenaires turcs, qui sont donc du coup une école beaucoup plus structurée. D'ailleurs, on voit bien par rapport à la vidéo qui sont faites, on n'est pas dans les mêmes, exactement dans les mêmes axes, mais c'est aussi l'intérêt. Voilà, donc je ne vais pas parler plus. Ah oui, je voulais simplement vous dire qu'après cet événement-là, le webinaire, chacun d'entre nous, on va aller faire 5 jours d'ateliers dans chacune des structures. Et c'est ce qui va nous permettre d'élaborer les outils qui nous semblent les plus appropriés pour la mallette pédagogique. Donc, je vais simplement vous dire les 5 questions qui vont être traitées autant par nous que par les 2 autres partenaires et auxquelles les parents vont répondre. Donc, la première question, c'est très axé autisme, hein, sur
le webinaire, mais ça ne veut pas dire que des personnes qui auraient envie de parler d'autres formes de handicap ne pourraient pas le faire. Donc la première, c'est comment définiriez-vous l'autisme et quels en sont les premiers signes? La deuxième, comment inclure au mieux les personnes atteintes d'autisme, les personnes ayant un TSA ou avec autisme dans la société? Quel est ou pourrait être l'apport des pratiques artistiques et spécialement la musique dans le quotidien des personnes avec autisme? Quel serait l'enseignement idéal pour les personnes avec autisme? Et la dernière, comment mieux comprendre les personnes avec autisme, comment créer une communication efficace? Voilà, ben je laisse donc la parole à Dorena, qui est la maman de Lisa, et voilà, qui va nous partager son expérience. Merci. Merci Véronique. Vous m'entendez? Donc moi c'est Dorena, je suis maman de 2 enfants. Donc j'ai mon grand garçon Maxime qui a 16 ans, qui est neurotypique on va dire, et Lisa qui a 9 ans et demi et qui a été diagnostiquée TSA modéré quand elle avait entre 3 et 4 ans. Voilà, les premiers signes qu'on avait eus, c'est que en fait elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas avec nous, elle ne parlait pas non plus quand elle a été scolarisée. Elle est en école classique. Derrière, du coup, la directrice m'avait dit de ne pas m'inquiéter parce qu'en fait, Lisa n'a jamais été en collectivité, elle n'a pas été à la crèche, elle était gardée par mes parents. Et moi aussi, mon fils aussi. Et du coup, c'est vrai que l'adaptation, quand on arrive à la maternelle, peut être un peu compliquée. Mes parents se souvenaient que moi, c'était pareil. Quand j'étais arrivée à l'école, je ne parlais pas français. Donc, ça a été un premier choc de culture déjà. Et du coup, se retrouver avec d'autres enfants, alors qu'on était dans un cocon familial assez fermé, ça pouvait être compliqué. Donc, au début, on n'avait pas forcément d'inquiétude particulière. Et les différents bilans médicaux qu'on avait pu faire n'avaient rien mis en exergue. Et puis au bout de 3 ou 4 mois, on voyait que ça se débloquait toujours pas. Donc la directrice m'avait conseillé d'aller voir une psychomotricienne qu'elle connaissait et sur qui elle avait eu des bons retours par d'autres parents de l'école. Donc on a commencé quelques séances et en fait, pareil, au bout de 2 ou 3 mois de séances à raison d'une fois par semaine, la psychomotricienne me dit que ce serait bien de faire des bilans un peu plus approfondis parce que elle sentait bien que Lisa avait des compétences sur certains domaines et que sur d'autres, elle avait des retards. Donc elle me disait qu'il fallait justement réussir à cibler les différents domaines pour pouvoir l'accompagner au mieux. On a été voir un pédopsychiatre qui l'a vu 2 fois 1 heure et qui ne nous a rien dit de plus à la fin des 2 consultations et qui nous a juste dit lui aussi, bah, il faudrait continuer d'approfondir un peu les examens parce que pareil, il voyait la même chose que la psychomotricienne. Et du coup, il nous avait envoyé vers 2 hôpitaux pour faire ce genre de bilan. Et en fait, il avait fait un mail aux hôpitaux et on était en copie où en fait, il avait noté suspicion de TSA. Et c'est tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris le diagnostic, le premier diagnostic et la suspicion de TSA sur Lisa. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai cherché sur Google et donc quand j'ai vu autisme, je me suis un peu, je pense que j'étais un peu dans le déni au début et puis je ne comprenais pas trop ce que je lisais. Et moi, ce que je voyais de l'autisme, c'était des choses qu'on pouvait voir à la télé, dans les films où en fait on voit de l'autisme sévère, où on voit en fait des personnes qui ne parlent pas du tout, qui sont agressives et qui ne peuvent pas communiquer avec les autres de manière classique. Et donc en fait, moi j'avais un peu cette idée-là en tête à l'époque de l'autisme. J'en savais pas plus, je savais pas qu'il y avait différents degrés, que dans l'autisme, c'est tout un spectre avec différents troubles. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais un peu choquée avec mon mari.
C'est la psychomotricienne en fait à qui j'avais fait suivre le courrier qui ensuite nous a fixé un rendez-vous pour pouvoir en discuter avec nous et nous rassurer sur le fait que c'est pas parce qu'on colle l'étiquette autisme que Lisa ne pouvait pas évoluer. Donc à la suite de ça, on a fait d'autres diagnostics, pareil à l'hôpital. Et nous, on voyait en fait dans le comportement de Lisa que il n'y avait pas de déficience intellectuelle ou autre, que elle comprenait les choses, mais qu'elle ne savait pas en fait comment faire pour communiquer avec nous. Parce que typiquement, si avec mon mari on se disputait pour X raisons, elle essayait justement de faire quelque chose pour qu'on se réconcilie. Donc en fait, elle prenait la main de mon mari, elle prenait ma main, elle nous rapprochait, elle nous mettait face à face et elle nous prenait dans ses bras pour qu'on fasse un câlin à trois. Donc c'était sa façon à elle de s'exprimer. Et au fil du temps, en fait, avec les différents suivis qu'elle a eus, elle s'est débloquée verbalement. Donc au bout d'un an, elle a commencé à dire ses premiers mots avec nous. Parce que jusqu'ici, quand elle voulait quelque chose, elle nous tirait par la main ou elle nous montrait ce qu'elle voulait, elle poussait des petits cris jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Et ensuite, elle a été capable de commencer à verbaliser mot par mot les toilettes, manger, boire, pipi, ce genre de choses. Et donc, pour nous, c'était déjà un grand premier pas. Et ensuite, on a eu justement tous les accompagnements nécessaires avec les différents intervenants qui ont permis aujourd'hui, en fait, que Lisa, 9 ans et demi, elle est dans une école classique, dans une classe classique, où elle a redoublé la grande section parce qu'on sentait qu'elle n'était pas encore assez mature pour passer en CP. Et au final, c'était pas plus mal parce que c'était l'année où il y a eu le Covid avec le premier confinement. Donc, en fait, le maintien en grande section a été plus que bénéfique pour elle. Et donc, en fait, du coup, pour répondre, désolée, à la première question de qu'est-ce que l'autisme, souvent on colle l'étiquette de handicap dessus. Pour moi, c'est pas forcément un handicap. Je dirais plus que c'est une différence au niveau des gens, parce qu'en fait, les connexions qu'ils peuvent avoir ne sont pas les mêmes que nous. Et moi, je le vois tous les jours avec ma fille parce qu'en fait, typiquement, elle est capable de calculer dans sa tête le calendrier et de me dire que le 1er février, je sais plus, 3001, ça tombe un dimanche, que le 1er février de je sais plus quelle année, pareil, ça tombe un dimanche. Et quand je lui demande comme ça, elle est capable de me dire combien il y a de vendredi 13 cette année ou l'année prochaine. Donc, elle est capable d'assimiler ce genre de méthode de calcul pour réussir à remettre en place tout un calendrier, par exemple, chose que nous, on n'est pas forcément capable de faire ou qui nous demande une mécanique beaucoup plus lourde pour essayer de retrouver. Et pour elle, ça lui semble naturel. Et pour autant, de l'autre côté, décoder les codes sociaux ou comprendre l'implicite dans un texte, c'est compliqué pour elle, mais pour autant, voir l'expression des gens, leur regard, elle sait s'ils se sentent bien ou pas. Donc pour moi, l'autisme, je le cataloguerais pas dans un handicap, mais plus dans une particularité. Et on se rend compte en fait aujourd'hui que au-delà de l'autisme, c'est que on est tous différents. La société dans laquelle on vit aujourd'hui essaye de nous mettre toujours dans des cases, et si on rentre pas dans l'une de ces cases, forcément, faut qu'on nous en mette dans une autre. Et je trouve ça dommage parce que c'est très enrichissant en fait. Donc voilà. Véronique, je sais pas sur toutes les questions ou comment ça se passe. Comme vous voulez. C'est à vous de, si vous, s'il y a d'autres questions, enfin d'autres questions, même, vous savez, enfin, ce sont des propositions, les questions. Hein. Si, voilà, là, par exemple, vous nous avez partagé vraiment les premières années. Donc, à vous de voir si vous avez envie de rajouter, si vous avez envie de vous arrêter là, c'est à vous de voir. Merci en tout cas.
Merci. Bah, dans ces cas-là, je vais poursuivre. En fait, derrière, dans les activités extrascolaires, on cherchait quelque chose pour que Lisa puisse s'épanouir. Donc, au niveau de l'école, on voyait que ça se passait très bien avec les autres. C'est pas une enfant violente ou quoi que ce soit. Elle est de bonne composition et elle s'intègre plutôt bien. Elle a toujours du mal au niveau relationnel avec les autres, mais elle est dans une petite école à taille familiale. Donc, en fait, elle est dans une classe où ils sont 28 élèves et tous les ans, elle a toujours les mêmes camarades. Et en fait, ses camarades bah, sont un peu comme nous, ils s'émerveillent tous les jours des progrès qu'elle peut faire. Les premières fois où elle a commencé à parler en classe, c'était c'était les camarades qui allaient voir la maîtresse, quoi, pour pouvoir dire maîtresse, maîtresse, Lisa a parlé. Donc, c'était c'était relativement encourageant pour nous. Et puis sur les apprentissages scolaires, on voyait que elle était capable. Elle était capable d'apprendre, elle était capable d'écrire, de lire, de tout décoder. Et donc derrière, on a cherché comment on pouvait l'aider à s'épanouir. Donc on avait essayé avec tout ce qui était danse classique. Et là, on l'avait inscrite dans des cours standards et ça passait pas du tout. La première année, ça allait, mais ensuite, ça passait plus parce qu'en fait, les profs qui étaient là cherchaient plus les bons éléments qui pourraient devenir en fait vraiment des perles dans la danse classique. Et on sentait qu'elle n'avait pas sa place. Quand je lui demandais si elle voulait continuer, elle disait que non. Et donc après, sur Internet, j'ai commencé à regarder ce qu'il pouvait y avoir de bien pour elle, avec d'autres méthodes qui seraient plus adaptées. Et donc, il y avait l'équithérapie, mais pareil, là, c'était sur liste d'attente, donc je pouvais pas avoir de place. Et ensuite, on s'était dit que la musique, ça pouvait être quelque chose de bien parce que elle est très sensible à ça. Elle est très sensible aux différentes mélodies, celles qui sont joyeuses, tout comme celles qui sont tristes, ou en fait, si la chanson, les premières notes sont mélancoliques, elle est capable de se mettre à pleurer. Donc on s'est dit qu'on allait essayer sur ça. Et en fait, en cherchant sur Internet, bah, je suis tombée sur le site qui parlait de la méthode Dolce. Et, je voyais que c'était une méthode qui était beaucoup plus appropriée parce qu'en fait, c'est pas des cours de solfège ou quoi que ce soit où j'étais persuadée que au bout d'un moment, Lisa décrocherait. Et j'ai commencé à chercher par là et ensuite, bah, j'ai trouvé Véronique dans la liste justement des personnes qui enseignaient et on a fait un premier cours d'essai chez elle. Et ça s'était bien passé et je lui ai demandé si elle voulait continuer. Elle m'a dit que oui. Donc au début, on allait chez Véronique et puis je sentais qu'elle n'était pas non plus complètement à l'aise. Donc du coup, on a acheté un piano et c'est Véronique qui vient toutes les semaines lui enseigner et on sent qu'elle aime beaucoup ça. Euh, Elle arrive à comprendre les codes de la musique. Moi, je suis incapable de lire une partition, elle y arrive très bien. Et dernièrement, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait une partition qui était, je sais plus, en do majeur ou un truc comme ça, et puis en fait, elle la retranscrit sur une autre note pour la rejouer. Et on sent que quand elle fait de la musique, elle est beaucoup plus apaisée. C'est quelque chose qui l'aide à se ressourcer. Et, aujourd'hui, elle s'ouvre beaucoup plus, pareil, sur tout ce qu'elle peut entendre. Et donc, nous, on écoute beaucoup la radio et en fait, elle écoute les chansons. Et maintenant, elle s'intéresse énormément elle nous demande les titres, les groupes, les noms des chanteurs, les noms des groupes pour pouvoir les retrouver elle-même sur la tablette et les écouter par elle-même, en fait. Et du coup, quand elle entend un groupe qu'elle aime bien, elle est toute surexcitée, elle m'appelle, elle fait maman, maman, viens, il y a Chaka Ponk et tout. Donc, moi, je trouve que c'est sympa de se dire que ça lui crée une autre richesse. Et, euh, et donc, voilà. Après, en termes d'apprentissage, nous, on essaye au maximum de rester dans vraiment ce qui est inclusion. Parce que j'ai d'autres parents qui m'en parlent. Bon, alors, eux, leurs enfants n'ont pas forcément un TSA modéré, mais plus sévère, ou qui ont d'autres troubles. Et en fait, ils se sont retrouvés à avoir leurs enfants dans un établissement qui est censé être classique,
mais dans une classe spécifique où ils y ont mis tous les élèves avec des troubles de 10, du TSA et d'autres choses. Et en fait, la problématique, c'est que ils sont pas inclus, ils sont exclus, ils se retrouvent entre eux. Et typiquement, moi, Lisa, je sais qu'elle est beaucoup dans le mimétisme. Donc en fait, c'est soit elle voit les bons modèles et elle va répliquer les bons modèles, et donc, de la même manière, si elle se retrouve avec des personnes qui pourraient être agressifs, elle pourrait avoir le même comportement, je pense. Parce que ça s'est déjà produit il y a 2 ans. Elle était avec un camarade qui était très agressif. Et en fait, elle a répliqué les mêmes comportements avec nous à la maison. Donc, pour moi, je pense qu'en termes d'apprentissage, de scolarisation, ils ont toujours besoin d'avoir quelqu'un avec eux pour pouvoir les guider et leur dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais il faut aussi qu'ils puissent être ouverts d'esprit et voir comment les gens sont au quotidien. Et après, à nous de leur apprendre justement ce qui est mauvais ou pas, ce qu'ils peuvent reproduire ou non, pour que eux puissent justement recodifier tout ça en eux. Typiquement, là, Lisa, elle est dans une période, je pense que, elle me disait, il y a un nouveau camarade dans sa classe qui dit beaucoup de gros mots. Donc, en fait, elle nous demande si elle a le droit de les dire ou pas. Et donc, moi, je lui dis que non. Donc, elle demande pourquoi. Donc, on lui explique. Et donc, en fait, derrière, on lui donne des alternatives. Donc, on lui dit qu'il y a d'autres termes qu'on peut utiliser qui sont plus familiers et qui peuvent dire la même chose, mais sans faire de mal aux gens. Donc du coup, là, on est dans un autre mode d'apprentissage un peu particulier, moi j'ai envie de dire, mais qui est nécessaire parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, elle y sera confrontée. Donc le mieux, c'est de les préparer au mieux et anticiper au mieux ce genre d'événement. Donc voilà, pour ma part. Ben, merci beaucoup, Dorena, pour ce partage. Merci. Ben, du coup, enfin, je sais pas, est-ce que vous préférez, s'il y a des personnes qui ont envie de réagir, ou est-ce qu'on continue? À vous de me dire. Je veux bien réagir au témoignage de Dorena. Je suis Juliette Guérin, la maman de Louise, que Véronique suit également en piano. Ce que Dorena disait sur la danse ou sur d'autres activités, j'ai été confrontée à ça avant de rencontrer Véronique et avant que Louise n'arrive dans une école qui s'appelle Walt, où il faut une grande part à l'art, pas dire l'art-thérapie, mais c'est de l'art. Et d'avoir des personnes qui acceptent de savoir gérer une neuroatypie, enfin pas de la gérer d'ailleurs, de se dire ce n'est pas un sujet et on va adapter la méthode et pas essayer d'en faire des super performants comme le disait Dorena, des danseuses étoiles et que le dialogue s'instaure avec la personne. Voilà, mon enfant est neuroatypique, peut avoir des difficultés comme ça. Moi, je vois que Louise fait beaucoup d'activités ou sportive ou artistique, le dialogue est important et que la personne, que ce soit une alliance entre la personne qui prend en charge, qui accepte de suivre l'enfant, les parents et l'enfant, de dire bah oui, il y a des compétences qu'on ne pourra peut-être pas développer, mais il y en a tellement d'autres qui peuvent être développées différemment. Et c'est trouver les bonnes personnes avec les bonnes méthodes qui accepteront que bah, peut-être que ça deviendra une danseuse étoile, mais pas avec une formation académique, c'est que ça prendra des chemins de traverse pour y arriver. Mais voilà, très souvent la réaction a été, quand c'était des gens qui n'avaient pas été confrontés avant au handicap ou à la neuroatypie, c'est de dire de nous le dire, ça nous soulage parce que très souvent on voit des parents qui ne le disent pas et on ne sait pas comment traiter ces enfants différents, mais à partir du moment où on sait qu'il y a une différence, et ben on peut travailler dessus ou refuser, ce qui peut être entendu aussi. Mais voilà, c'est d'avoir trouver des personnes qui vont pouvoir sortir des carcans académiques pour en tirer tout le potentiel qu'ont nos enfants. Je suis tout à fait d'accord parce qu'en fait, aujourd'hui, Lisa, ce qui permet qu'elle soit aussi bien et aussi épanouie aujourd'hui, c'est qu'elle elle a toujours eu des enseignantes qui, qui ont toujours tout fait pour qu'elle puisse réussir.
Il y en a beaucoup qui, sur leur temps personnel, réadaptaient les consignes ou justement créaient des supports spécifiques pour elles. Moi, je leur disais que si elles voulaient, moi, je pouvais les aider à les construire. En fait, c'était une volonté de leur part de le faire par elles-mêmes, en fait. Et, euh, et du coup, en effet, c'est ce que vous dites, c'est la compréhension et l'implication et l'investissement des gens avec qui on travaille qui font que derrière, ça peut fonctionner. Typiquement, ils vont à la piscine avec l'école et il y avait un maître nageur qui devait avoir une cinquantaine d'années qui avait pour pratique de crier sur les enfants pour les faire sortir de l'eau. Et le truc, c'est que Lisa, elle prend son temps et au moment, il commence à lui crier dessus 2 ou 3 fois. Et puis j'étais juste à côté, je lui fais, mais vous savez, ça sert à rien. En plus, elle est autiste, elle comprendra pas ce que vous lui racontez. Et là, il m'a regardé, il a bloqué, il savait pas quoi faire et il est parti. Il a rien fait d'autre. Il n'a pas réagi, il m'a pas parlé, il n'a pas reparlé à Lisa et il est parti comme ça. Et je trouve ça dommage, autant pour Lisa que pour lui, parce qu'en fait, du coup, à un moment ou un autre, il sera de nouveau confronté à ce genre de situation parce qu'il est maître nageur, donc il sait pas qui peut arriver dans la piscine. Et être fermé d'esprit comme ça et de pas se dire, de pas se poser la question de mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça se passe mieux, c'est moi je trouve ça triste pour eux en fait au final. Alors, merci, oui, Alors, moi, je retiens juste parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole. Non, mais pas vous, je parle de moi. Hein. Vous, justement, il y a deux sujets, une fois que Marc Andéi et Jessica Peretti auront pris la parole, il y a deux sujets qui me semblent importants. C'est justement sur l'art-thérapie et l'art, parce qu'il me semble quand même la qualité qu'on attend d'un artiste et de créer un nouveau langage. C'est justement peut-être pas l'académisme. Et c'est là aussi où on est, où il y a toute une façon en Occident de considérer ce qu'est l'art. Et avec ce paradoxe là où il y a cet académisme et en même temps la recherche de quelque chose qui sorte et qui soit très inventif, et c'est là où je pense que le travail avec des personnes différentes, quelle que soit leur différence, est une grande richesse. Mais je voudrais aussi parler de moi, la façon dont je considère l'art-thérapie, qui pour moi est totalement différent. Et puis après, l'inclusion, où je pense que le thème de l'inclusion, en réalité, c'est peut-être les personnes dites neurotypiques. C'est peut-être à cet endroit-là qu'il y a le plus gros travail à faire qui est un travail important de communication, d'information, de pédagogique finalement. On écoute Jessica. Jessica, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Bon, ça te pose pas de problème qu'on fasse comme ça? non, Bon, oui. Du coup, j'y vais? Ouais, je veux bien, ouais, si ça te va. Ok. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, j'ai deux casquettes. Donc, la première, c'est maman d'un garçon de 6 ans, bientôt 7, diagnostiqué TSA en 2022. Et depuis mercredi, le TDAH est validé avec un TOP, un trouble de l'opposition avec provocation. Voilà, donc il cumule un peu tout. Je suis aussi fondatrice de l'association AEB Inclusion. Donc, j'ai Mathis à côté de moi qui est mon directeur adjoint de l'association. Alors, pour faire très rapidement, l'association, on est là pour accompagner justement les familles dans le parcours de soins de l'enfant, dans les premières questions. Quand voilà, on va rentrer à l'école, il y a les enseignants qui vont pointer quelques difficultés et orienter vers psychomote, ortho. Donc, on va être là pour guider les familles sur le parcours en fait de soins, puisque comme il est appelé, le parcours du combattant, on va d'un endroit à d'un autre, on ne sait pas franchement où on doit aller,
On nous dit un coup la psychomote, un coup l'ortho, peut-être l'ergo. Enfin voilà, donc on essaye de réunir un petit peu toutes les infos et d'adresser les personnes vers le professionnel adéquat. Mais c'est pas que ça. L'association, c'est aussi un centre de loisirs, du coup, qui est adapté aux enfants TSA, donc c'est de l'inclusion. Il y a tous les enfants sont accueillis, mais on met vraiment en avant l'accueil et l'idée d'adapter en fait les journées aux enfants ayant des troubles. Donc troubles neurodéveloppementaux assez larges, hein, ça peut être le TSA, le TDAH, les 10. Et l'idée, c'est de vraiment échanger avec la famille sur les besoins de l'enfant spécifique et puis de lui proposer une journée dans le centre aéré, mais tout en conservant l'idée de l'inclusion. Donc, on va proposer la même activité pour tous et en fonction, on va adapter et en fonction de ses besoins. Il aura aussi des moments où il peut être plus seul puisqu'il ne veut pas rentrer dans le groupe. Enfin voilà, on va gérer la journée en fonction de ses besoins. Ensuite, l'association, c'est aussi un pôle santé. Donc, quand on fait du repérage au centre de loisirs ou quand les parents nous appellent par différentes manières, que ce soit l'enseignant ou d'autres professionnels, vont nous orienter les enfants au pôle santé. Et où là, on a une équipe de professionnels partenaires, psychomotes, ergo, neuropsy, où on va orienter vers les différents bilans, du coup, pour poser un diagnostic. Et puis, on a aussi un centre de formation où là, on veut sensibiliser et former toute personne qui s'intéresse aux troubles neurodéveloppementaux, que ce soit l'autisme, le TDAH, etc. Donc, du coup, il y a ces deux casquettes-là et c'est aussi parce que, alors, ça s'est mêlé en fait entre mes études et l'arrivée de mon enfant, puisque quand j'ai commencé mes études et quand j'ai commencé à m'intéresser au niveau professionnel à tout ce qui était troubles neurodéveloppementaux, je n'avais pas encore mon fils. Et il s'avère que voilà, j'ai pu repérer rapidement. Donc là, pour répondre à la première question, les premiers signes, ça a été pour moi, je pense, un avantage que d'avoir fait ces études-là, puisque très vite, j'ai pu me rendre compte que oui, il y avait un développement différent. Et donc, on pouvait commencer à se poser les premières questions. Alors moi, j'avais plutôt en tête le TDAH parce qu'en fait, à un an et demi, il faisait plus de sieste, il était monté sur ressort, il était très brutal, enfin plein de petits signes comme ça. Ah, j'ai pas vu, il y avait une question. Pourriez-vous partager les... Oui, oui, hop, ok. Alors, je suis certainement TDAH aussi, donc s'il y a des interférences comme ça me perturbe. Hop, je reviens. Je redonnerai après. Du coup, les premiers signes. Donc voilà, monter sur ressort, plus de sieste. Moi, j'essayais de la faire avec lui, mais ça marchait pas, il me grimpait dessus. Très brutal dans ses gestes, que ce soit positif ou négatif. Et des réactions toujours plus. Quand il était heureux, c'était toujours plus. Et quand il était triste ou frustré, pareil, c'était des réactions plus. Il est rentré à l'école, donc il était chez les nounous. Parce que du coup, je fais le lien avec le fait que votre fille, par exemple, elle n'était pas en collectivité. Moi, il était chez une nounou. Et il y a eu un changement de nounou. Et la première m'avait dit, oh, c'est blond aux yeux bleus, c'est un ange, oh là là, il est mignon comme tout. Et puis quelques mois après, ça commence à être difficile. Et puis là, on a commencé, moi aussi, du coup, à avoir un peu des difficultés à la maison. Et puis quand on est arrivé chez la deuxième nounou, je lui ai tout de suite dit, bon, voilà, il y a des petites choses, on se pose des questions, donc à surveiller, à voir un peu tout ça. Et la nounou n'était pas forcément formée à tout ça. Et donc, pour elle, non, ça va, enfin, c'est des colères, ok, mais c'est vrai qu'il fait des colères, mais ça va. Et en fait, Raphaël, il a une particularité, c'est que quand il connaît pas un nouvel endroit, il va d'abord être dans l'observation. Il va voir un petit peu son environnement, s'approprier tout ça. Et puis, il faut compter 2-3 mois pour que d'un coup, tout explose. Et effectivement, au bout de 3 mois, la nouvelle nounou me dit, il a fait une crise, elle a eu très peur parce qu'il s'en faisait sortir les veines de hurler, en fait. Et là, ça lui a fait, ah oui, ok, il y a quelque chose. Et bon, on a continué à travailler dans ce sens-là avec elle, de comment on pouvait essayer de gérer toutes ces frustrations-là. Il arrive à l'école et de la même manière,
en ayant ces deux versants, en étant dans le côté pro et parent, je me suis dit, je le dis tout de suite aux enseignants qu'on suspecte quelque chose. Rien n'est encore posé, mais enfin, voilà, il y a des questions qui se posent. Et je suis dans l'idée où justement on doit co-construire ensemble en fait, et que voilà, il faut donner toutes les informations possibles qu'on ait pour que le professionnel en face puisse connaître l'enfant au mieux et du coup adapter au mieux son approche. Alors pareil, les premiers mois, non, tout va bien, enfin, moi je vois pas trop. Et pareil, fin du premier trimestre, c'est parti. Raphaël est bien là où il est, donc du coup, il est qui il est. Et donc là, on commençait à se poser les premières questions. Alors, il avait des difficultés au niveau du graphisme. Et malheureusement, la première année, on a eu une maîtresse qui n'était pas du tout dedans. Et pour elle, oui, il est au potentiel, ouais, c'est bien, mais c'est tout. Moi, je dirais que ça, il n'y a rien d'autre. Et très, très sincèrement, j'ai dit à cette maîtresse que si elle voulait me brosser dans le sens du poil en me disant que mon fils avait un haut potentiel, c'était pas nécessaire parce que ça pouvait aussi cacher plein d'autres choses. Le haut potentiel, c'est pas forcément que du positif. Et que du coup, enfin voilà, si moi je lui parlais très librement de TDAH ou d'autisme, ça ne me dérangeait pas qu'on puisse en communiquer là-dessus. Et bon, elle n'était pas ouverte, ce qui fait que tout ce qui était graphisme, il n'acceptait pas, il ne voulait pas le faire parce qu'il était en échec et que du coup, puisqu'il était en échec, il ne se mettait pas, le stylo était un monstre, enfin, c'était très compliqué. Et donc, toute la période deuxième trimestre jusqu'à juin, en fait, il a été mis de côté. Avec l'AESH qui tentait de le faire écrire, mais ça marchait pas, et la maîtresse s'en occupait pas. Elle s'en occupait pour d'autres choses, puisque tout ce qui était apprentissage au niveau des lettres, etc., il adorait l'oral, donc ça, parce que du coup, il a un TSA de type Asperger, donc tout ce qui était mémoire, oral et tout ça, il adorait, donc ça, elle travaillait avec lui, mais tout ce qui était en difficulté, elle ne travaillait pas avec. Et au mois de juin, elle me dit, oh, il faudrait peut-être voir une psychomote, parce que effectivement, il a des problèmes au niveau du graphisme. Donc, j'avais déjà lancé la machine, puisque j'avais vu mon médecin traitant à côté, on avait vu pour faire de l'orthophonie aussi. Le bilan psychomote, on était en plein en train de le faire avant même que la maîtresse me dise qu'il fallait en faire un. Et c'est en fait la psychomotricienne. Donc moi, quand je suis allée la voir, c'était par rapport à ces difficultés-là et par rapport à un éventuel TDAH. Mais il allait sur ses 4 ans, donc c'était beaucoup trop tôt pour les professionnels de diagnostiquer un TDAH. Mais au fur et à mesure que le bilan passait avec la psychomote, elle me sortait plusieurs questionnaires sur tout ce qui était sensibilité, sensorialité, etc. Et donc là, j'ai compris qu'elle cherchait le TSA. Et voilà, le parcours s'est enchaîné et le diagnostic est tombé. Donc ça, c'était en 2021. Donc de février 2022, on a eu le diagnostic du TSA posé par la neuropédiatre après plusieurs rendez-vous encore et encore voilà, pour aller chercher tout ça. Donc nous, les premiers signes, c'était vraiment pas la question du TSA au départ, c'était la question du TDAH. Et voilà, c'est les premiers signes. Mais c'est très lié en fait. Le TDAH et le TSA sont assez communs. La grosse différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est la communication. Voilà, donc du coup, ça pouvait se confondre un peu. Et comment je définirais l'autisme? En fait, alors il y a deux façons de voir les choses. Et enfin, en tout cas, moi, ce que je ressens avec l'autisme, c'est effectivement un fonctionnement différent. Donc, quand on regarde les études au niveau des neurones, etc., on se rend bien compte que les connexions, elles diffèrent. Une sensorialité différente, une perception de son environnement différente. Et c'est ce qui va créer, et là je rebondis sur la notion de handicap, une situation de handicap. En effet, l'enfant, il n'est pas, on peut ne pas catégoriser ça comme un handicap, comme on l'entend et comme on le voit et comme on généralise en fauteuil roulant, amputé d'un membre, etc., où là vraiment, aveugle, etc., oui, où on a cette idée-là en fait du handicap.
pour moi, l'autisme, c'est en effet une situation de handicap parce que selon dans l'environnement où il va se trouver, il va être plus en difficulté que dans un autre. Je prends souvent l'exemple d'un enfant dyspraxique. Il va être en difficulté pour aller faire du vélo. En revanche, pour apprendre une poésie, il ne l'est pas. Donc là, pour le coup, il n'est pas en situation de handicap pour apprendre sa poésie, mais il l'est pour faire du vélo. Bah, l'autisme, c'est pareil. Il va être en difficulté lorsqu'il va devoir être en communication avec un père, mais pour apprendre sa poésie, s'il n'a pas de difficulté au niveau mémoire, bah, il n'est pas en situation de handicap. S'il n'a pas de difficulté en mathématiques, il n'est pas en situation de handicap. Ça va vraiment être en fonction de son environnement, en fait, la question et la perception du handicap. Donc pour moi, une personne autiste, en tout cas, a une perception différente des choses. Et là, je vous fais la petite anecdote que je fais toujours en sensibilisation. C'est l'histoire, en fait, c'est l'histoire, non, mais je raconte une histoire. C'est un jour, mon fils, enfin, on est à table et puis on avait fait des cordons bleus. Et il ne voulait pas manger son cordon bleu et donc il a fait une crise. Et on ne sait pas pourquoi, mais mange ton cordon bleu, enfin, c'est bon, de toute façon, il n'y aura rien d'autre, c'est ça ou pas, voilà. Et en fait, il hurle, mais à se rouler par terre jusqu'au moment où il me dit « Il n'est pas bleu, il est jaune !» Perception du monde différent. Et là, c'est ouais, bah alors mange ton cordon jaune. Et il l'a mangé. Et donc, c'est vraiment, en fait, c'est tout bête, cette petite chose. Et j'en rigole avec mon fils aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup et du coup, il se comprend, il comprend certaines situations qui peuvent être loufoques quand on en parle. Et en fait, bah, c'est bête, mais c'est ça. C'est vraiment une perception différente. Au tabac, la dernière fois, je prends ce que j'ai à prendre et puis je vais pour lui prendre un malabar. Et en fait, le monsieur, donc je lui achète le malabar et le monsieur dit c'est pour moi parce qu'il me voit tous les jours le tabac. Et il dit c'est pour moi. Et Raphaël, il dit non, c'est pour moi. Il n'avait pas compris qu'il allait lui offrir en fait. Donc il a fallu que je lui explique. Non, non, mais t'inquiète pas, c'est bien pour toi. C'est juste que c'est lui qui le paye, c'est pas moi. Donc c'est un cadeau et tout. Donc c'est vraiment des petites choses comme ça au quotidien qui va faire que ben dans l'incompréhension, ça va créer ça va créer des quiproquos et puis bah, des conflits de communication, puisqu'en fait, on dit la même chose, mais pas forcément de la même manière, et que tout ce qui est sous-entendu, tout ce qui est implicite, eh ben, il l'a pas. Et donc, du coup, il faut vraiment poser les mots justes enfin, voilà, il faut vraiment réfléchir et adapter de cette manière-là, ce qui m'amène directement à créer une communication efficace, du coup. Mais c'est vraiment comprendre le système de pensée et de fonctionnement de l'enfant pour pouvoir justement s'adapter nous en face. Et évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Raphaël a 6 ans et demi. Ce que je disais à Véronique lors d'une réunion qu'on a faite ensemble, c'est que depuis qu'il est né, en vrai, j'apprends à connaître mon enfant, comme chaque parent apprend à connaître son enfant en grandissant. Et que ben il y a ces particularités là en plus et que voilà il faut toujours s'adapter, toujours trouver les moments où ah tiens ça a fait partir en crise, bon peut-être que du coup je vais pas le redire comme ça mais je vais le moduler autrement, le formuler autrement et puis au plus ils sont grands, au mieux c'est, puisqu'on peut échanger avec eux, leur dire mais qu'est-ce que tu as pas compris à ce moment-là, enfin voilà, d'avoir cet échange en tout cas et cette ouverture-là. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'était vraiment l'échange avec les différents professionnels qui vont être autour de l'enfant, que ce soit des professionnels, des amis, de la famille aussi, en fait. C'est vraiment qu'il y ait un échange entre tous, qu'on comprenne ce fonctionnement-là, qu'on s'adapte et que l'enfant s'adapte aussi en face, parce que parfois, nous, on va le faire dans la famille, mais à l'extérieur, il n'aura pas forcément l'adaptation en face et que du coup, lui faire comprendre que ben, nous, on fait tout ce qu'on peut, mais attention, tu vas être confronté des fois à d'autres choses que ben, là, maman ne sera pas là et il va falloir aussi le gérer. Et donc, du coup, voilà, que lui aussi puisse se comprendre, travailler sur tout ça et ensemble, en fait, hein, construire, en fait, ensemble. Et du coup, pour inclure les personnes les personnes atteintes, non pas atteintes, ayant un TSA dans la société, moi, je prône vraiment la compréhension, la formation, la sensibilisation. C'est ce qu'on fait énormément aussi avec l'association. On essaye de faire beaucoup de sensibilisation, en tout cas sur
en est clé, mais pas que, de discuter avec les gens, d'expliquer pourquoi, d'expliquer comment, d'ouvrir un peu le dialogue et puis l'esprit, puisque malheureusement, bien souvent, l'autisme, comme vous le disiez tout à l'heure, Dorina, c'est qu'on en a la perception de l'autisme lourd et qu'en fait, il y a tellement d'autres types, et à savoir qu'en fait, il y a un autisme par personne. Déjà, on est différent de manière générale, mais en plus, l'autisme, il va se révéler différemment sur chaque individu. Et c'est ce qui rend aussi très complexe le diagnostic. Parce que quand il y a de la communication, en tout cas, c'est ce qui va rendre plus complexe le diagnostic. Mais du coup, voilà, chaque enfant est différent, chaque adulte est différent. Et puis, on va souvent avoir le retour de proches ou de moins proches. Mais ouais, moi, j'aurais pas fait comme ça. Une bonne tarte, hein, ça lui fera du bien. Parce que quand on mêle ça avec l'hyperactivité et le TOP, on est pas mal aussi. Et donc, toutes ces questions éducatives derrière aussi qui sont remises en cause, le fait de discuter, de dire, voilà, en fait, le TSA, mais tu sais ce que c'est le TSA? Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, pour lui, c'est ça. Et puis pour d'autres, c'est autrement. Mais d'essayer d'en discuter, d'être toujours ouverte. Alors, c'est pas forcément évident quand on est parent et quand on l'apprend. Parce que quand on ne connaît pas, encore une fois, on se dit, mince, qu'est-ce que c'est? Et pour la petite anecdote, en fait, j'ai une amie, j'étais encore à la fac quand elle a eu son enfant, et très tôt, son petit avait des troubles autistiques. Mais je ne lui ai pas dit, puisque j'étais étudiante et que ça ne le faisait pas trop de lui dire « Oh là là, par rapport au livre que je lis, j'ai l'impression qu'il y a des troubles autistiques. » Donc, je lui en ai pas parlé, elle non plus, voilà, elle se posait pas de questions, c'était son premier bébé. Et puis en plus, j'étais même pas maman encore à cette époque-là. Et en fait, le pédiatre, donc il rentre à l'école, ce petit, il est donc finalement diagnostiqué TSA non-verbal, non-communicant, on dit d'ailleurs maintenant. Et c'était assez lourd. Et quand elle m'a appelée pour me l'annoncer, elle a vu ma réaction et elle m'a dit « Ah, t'étais au courant ?» Oui, ça se voyait déjà, il avait le regard fuyant. À 8-9 mois, il pointait pas dans la direction. Enfin, il était vraiment pas présent, en fait, et pas verbal. Et quand elle a eu le diagnostic, évidemment, elle s'est effondrée. Elle a culpabilisé de ne pas l'avoir vu avant ses 3 ans. Il y a eu beaucoup de questionnements pour les parents. Et en fait, c'est assez dur, mais c'était le pédopsychiatre a réagi de cette manière-là. Et je ne trouve pas ça déconnant. Il lui a dit « Ok, c'est bon, vous avez pleuré, vous avez culpabilisé, maintenant, on avance. Votre enfant ne va pas mourir. C'est une différence au niveau du fonctionnement cérébral. Il ne va pas mourir. Ce n'est pas une maladie incurable. Donc maintenant, on va faire tout ce qu'il faut pour l'accompagner, pour compenser, trouver des stratégies pour qu'il puisse évoluer. » Aujourd'hui, il a 8 ans. Il est en classe ordinaire. Alors, au niveau de la communication, ça reste encore complexe, mais il communique. Il a l'AESH en classe ordinaire et il avance. Donc, c'est dur de dire comme ça, hein, de dire « Allez, stop, on arrête de culpabiliser et on avance », puisqu'il faut quand même encaisser et se dire « Ok ». Mais cette phase-là, il faut passer rapidement au-dessus. S'il faut se faire accompagner aussi pour passer au-dessus, bien sûr, parce que les parents, on en a besoin. Mais voilà, il faut surtout se dire que il n'y a pas de souci, il y a des différences et on va trouver les moyens pour adapter, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent marcher, d'autres qui ne marchent pas, d'autres qui marchent une semaine et puis qui ne marchent plus. Mais c'est un travail de longue haleine, mais voilà, c'est pas incurable. Et ça me semble important, en fait. Et ce pédopsychiatre, c'était peut-être un peu dur à ce moment-là, mais quand il lui a dit à ma copine, mais en fait, il a raison et on avance. Et il faut vraiment, là, c'est. Alors, je peux pas parler, moi, de musique et de tout ce qui était art-thérapie, je vais dire, auprès de ces enfants, puisque je n'ai pas encore pratiqué tout ça. Je ne suis pas du tout, j'ai pas d'expérience, donc je vais ignorer ces questions et vous écouter vos expériences à vous. Mais pour clôturer un peu, en fait, sur cette prise de parole, c'est vraiment le fait de se dire
au mieux on comprendra son enfant, au mieux on apprend à le connaître, au mieux on peut l'aider. Et partager l'information avec les différents publics qui peuvent être en interaction avec son enfant. Voilà, je clôture comme ça. Alors, merci Jessica pour ce partage. Là aussi, enfin, c'est quand même, pour moi en tout cas, c'est très intéressant aussi de vous entendre, de connaître votre parcours, parce que je vous connais, pas tous d'ailleurs, je pense, mais je vous connais dans un certain endroit. Et du coup, voilà, donc merci beaucoup.